Konnichiwa, bonjour, c'est Swan. Je fais une petite pause dans ma série de vlogs au Japon pour faire une petite vidéo explicative et notamment pour parler d'un sujet qui vous intéresse je pense. Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai fait pour partir apprendre le japonais au Japon. Donc avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter très brièvement. Sur YouTube je m'appelle Swan, j'ai la vingtaine, je suis française. Je m'intéresse à énormément de choses dont tout ce qui touche le Japon, comme la culture, le divertissement japonais et aussi l'apprentissage du japonais. Donc c'était il y a environ 2 ans que j'ai commencé à étudier le japonais. J'ai commencé en autodidacte et puis je me suis dit que ça serait une super idée de pouvoir étudier le japonais au Japon directement en immersion. Du coup c'est ce que j'ai fait cette année, je suis partie pour une période de 7 mois au Japon et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai fait pour m'inscrire en école de langue japonaise et obtenir mon visa étudiant. Donc si vous voulez faire pareil que moi et que vous n'y connaissez rien ou que vous avez des questions et des doutes, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vraiment détailler tout ce que je sais sur l'obtention du visa étudiant et aussi je vais parler de mes expériences personnelles, sur quoi il faut faire attention aussi. J'espère que cette vidéo vous intéressera et je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. Ah oui, et d'ailleurs en ce qui concerne ce qui m'intéresse, il y a énormément de choses qui m'intéressent, donc n'hésitez pas à aller regarder cette chaîne YouTube, enfin mes vidéos, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Par contre, moi je commence à avoir un peu chaud, donc je vais enlever ce pull. J'ai aussi ma petite boisson qui n'est autre qu'un matcha latte. Et du coup je vous invite aussi à prendre quelque chose à boire ou à manger en même temps que vous regardez cette vidéo parce que ça va être un petit peu long, il y a beaucoup de détails. Pour ceux qui veulent savoir, moi je suis en train de boire le matcha de Midori & Co. Regardez la paille qui est dans le thème de Noël. Trop bon. Ok, on commence. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le visa étudiant. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour aller au Japon, vous avez besoin d'un visa en tant qu'Européen ou en tant que Français du moins, parce que moi je suis française et du coup je connais que les procédures pour les Français. Vous pouvez pas aller au Japon comme ça, sans aucune préparation, sans aucun papier. Donc en tant que Français, vous avez énormément de visas possibles et parmi eux, vous avez le visa étudiant. C'est un document officiel qui vous est délivré par le Japon et qui va vous permettre de rester au Japon pour étudier. Attention, il y a d'autres types de visas qui existent comme le visa touristique et le visa vacances-travail qui vous permettent d'étudier. Et en gros, le visa étudiant par rapport au visa touristique, il vous permet de rester sur une durée plus longue au Japon. Donc visa touristique, je crois que c'est 90 jours, donc environ 3 mois. Alors que le visa étudiant, vous pouvez partir pour une durée de 6 mois minimum jusqu'à 2 ans maximum. Et plus précisément, en école de langue, vous pouvez partir pour une durée de 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois. Par contre, si vous voulez aller à l'université, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 5 ans, il me semble. Donc ok, le visa étudiant c'est très bien, par contre, vous avez quand même des obligations par rapport à ce visa. Et bien que ça paraisse logique, c'est quand même bien de le rappeler. Donc en fait c'est logique parce que tout est dans le titre, hein, visa étudiant, t'es étudiant, tu dois étudier. Ce qui veut dire qu'il est obligatoire d'aller en cours. Et bien plus important que ça, tu dois aller en cours régulièrement. Il me semble que la plupart des écoles de langue au Japon exige d'avoir un taux de présence à 90%. Vous devez être présent à l'école et pendant les cours. Et là vous allez me demander, et qu'est-ce qui se passe si je vais en dessous des 90%? Et bien tout simplement vous avez un risque d'être viré du pays. Et oui, c'est triste d'en arriver là, mais c'est les règles et c'est comme ça. Donc en fait, votre taux de présence à l'école, il va être transmis à l'immigration japonaise, qui va voir si effectivement vous respectez bien votre engagement en tant qu'étudiant. Et si c'est pas le cas, et bien justement l'immigration elle va se dire bon il y a un problème en fait, vous n'êtes pas du tout assidu, donc en fait on va juste vous punir. Il y a un risque que par exemple votre visa étudiant soit annulé, ou bien que par exemple si vous voulez demander un autre type de visa plus tard pour le Japon, il serait du coup pas accepté. Donc voilà, il y a plusieurs risques et c'est vraiment quelque chose de très important à savoir. Donc pour conclure, le visa étudiant c'est ce qui vous permet d'étudier légalement et de vivre légalement au Japon. Il ne peut pas être utilisé à d'autres fins. Par exemple, vous ne pouvez pas travailler à temps complet. Mais quand même, en tant qu'étudiant, on sait tous que la vie c'est difficile, qu'il faut payer beaucoup de choses dans le loyer, l'alimentation, les charges, etc. Du coup, il y a quand même une exception pour vous autoriser à travailler à temps partiel. Mais du coup, sur ce sujet, je vais y revenir après. Voilà, du coup, vous avez à peu près le topo de qu'est-ce que le visa étudiant. Donc là, vous avez vu, ça a l'air assez simple sur le papier, puisque là, on a parlé que
que de la théorie, mais vous allez voir que dans la pratique pour obtenir ce visa étudiant, c'est pas une mince affaire. Ceux qui ont vu mes vidéos avant que je parte au Japon, je pense que vous comprenez un petit peu de quelle galère je parle. Mais si vous n'avez pas vu, c'est pas grave, je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais vous dire tout ce qui m'est arrivé, mes difficultés, mes galères et aussi tout ce que j'aurais voulu savoir avant de faire mes démarches. Du coup, parlons concrètement pour pouvoir partir étudier au Japon. Alors honnêtement, je pense que toute personne qui est motivée peut partir au Japon, il n'y a pas vraiment trop de prérequis. Il n'empêche que j'aimerais insister sur quelques points. Déjà, je pense qu'il faut être un minimum autonome, donc savoir un petit peu se débrouiller. Il faut pas avoir peur de parler avec des gens et surtout ne pas avoir peur d'appeler. Je dis ça parce que moi de base je suis très timide et aussi j'ai la phobie un petit peu d'appeler des gens. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça dans ce cas. Il faut quand même se donner un petit peu de courage et essayer de surmonter cette difficulté. Aussi, il faut pas trop avoir peur de tout ce qui est administratif. Il faut quand même être un petit peu patient et rigoureux aussi. Je pense que savoir parler un minimum anglais, ça va beaucoup vous aider parce qu'il y aura pas mal de paperasse ou même sur place, hein, il faudra quand même parler anglais au Japon si jamais vous parlez pas japonais. Et ensuite, bien sûr, je vais en parler un petit peu plus après, mais il y a deux conditions qui sont obligatoires. C'est d'être majeur, donc avoir au moins 18 ans, et aussi d'avoir assez d'argent de côté, donc une garantie financière. Je bois un petit peu parce que j'ai la gorge sèche, je pense que ça s'entend. C'est trop bon, Midoriyanko. Il y a des petites notes florales et tout, j'aime trop. Passons au vif du sujet. La première étape pour moi, c'est de choisir où étudier. Parce que en fait, il n'y a pas que des écoles de langue au Japon, il y a aussi les universités, les écoles spécialisées qu'on appelle Senmongakko, et il y a aussi des écoles privées, donc indépendantes. L'établissement que vous allez choisir, ça dépend vraiment de votre profil, de votre carrière, là où vous en êtes dans la vie, et aussi de ce que vous recherchez. Par exemple, si vous êtes au lycée, eh bien, vous avez la possibilité de faire des échanges avec par exemple le Rotary. En gros, vous pourrez aller dans un lycée japonais pendant votre scolarité, ce qui est une opportunité incroyable, je trouve. Donc voilà, ça c'est pour les lycéens. Pour les étudiants à l'université aussi, vous pouvez faire des échanges. Et franchement, si vous êtes étudiant, moi je vous le recommande à 1000% parce qu'il y a énormément d'avantages de faire un échange international à l'université au Japon. Par exemple, il me semble que vous n'avez pas de frais de scolarité. Dites-moi si je me trompe. Vous pouvez également prétendre à une bourse, par exemple la bourse MEXT ou JASO, c'est les plus connus. Vous avez également beaucoup d'aide et d'accompagnement, par exemple pour chercher un logement. Il y a aussi des dortoirs pour les étudiants. Une fois sur place, vous avez l'avantage d'avoir une vie de campus et de pouvoir discuter avec les autres étudiants japonais comme étrangers. Et le plus avantageux dans ça, c'est que en fait, vous pouvez vous faire des amis. Et ça, c'est hyper bien parce que si votre but c'est vraiment de vous intégrer socialement, eh bien, il n'y a rien de mieux que de se faire des amis japonais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les écoles spécialisées, enfin, on appelle ça aussi écoles professionnelles. Donc, c'est des sortes de... c'est un peu l'équivalent des BTS et des DUT en France. Donc, en japonais, c'est Senmongakko. Pour ce genre d'établissement, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Il faudra se renseigner sur internet ou avec ChatGPT. Et puis, il y a d'autres programmes, par exemple, il y a l'école qui s'appelle Autographe, qui est une école d'animation et de mangaka. Elle vous propose de faire un cursus pour devenir mangaka. Et donc, c'est 1 an et demi de cours en France, puis 2 ans et demi de cours au Japon, à Osaka. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'école indépendante parmi tant d'autres. J'en connais pas d'autres, mais voilà, je trouve que ce genre d'école, c'est vraiment intéressant. Et bien évidemment, il y a la fameuse école de langue, donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, vu que je suis allée dans une école de langue également. Pour l'école de langue, la première étape, ça sera de choisir son école de langue, puisqu'en fait, il en existe énormément. Je sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il doit y en avoir des centaines. Pour choisir votre école de langue, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc forcément, il y a votre niveau de langue actuel et puis le niveau de langue recherché. Il y a le rythme des cours, donc quelle intensité vous recherchez. Pour le rythme, il y a beaucoup de choix. Il y a faible, modéré intense, très intense. Donc c'est à vous de voir ce que vous recherchez. Et sur ce point, il faut faire très attention, mais je vais vous en reparler après dans la vidéo. Il y a le lieu où vous voulez habiter, donc Tokyo, Osaka, Kyoto, etc. Si vous ne connaissez pas trop le Japon, en général, les grandes villes comme Tokyo, Kyoto, Osaka, eh bien le coût de la vie est assez élevé. Donc c'est quand même un élément sur lequel il faut bien réfléchir. Ça va de pair avec un autre critère qui est votre budget, qui va de pair aussi avec la longueur de votre séjour désiré. Parce que c'est logique, hein, si vous voulez partir 6 mois,
vous aurez besoin de moins d'argent que si vous voulez partir 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans. Et si vous voulez habiter par exemple dans une moyenne ville comme Nagoya, le coût de la vie sera beaucoup moins cher qu'à Tokyo. Et donc si vous avez peu de budget, peu d'économie, le fait d'étudier à Nagoya, ça sera beaucoup mieux pour vous. Et ensuite il y a le critère de qu'est-ce que vous voulez faire exactement, quelle est votre motivation, est-ce que vous voulez intégrer une université après, est-ce que vous voulez travailler au Japon, est-ce que vous voulez passer un examen de langue. Donc voilà à peu près les critères qu'il faut prendre en compte quand vous choisissez une école de langue. Ensuite, il y a 2 manières de chercher une école de langue. Donc il y a soit vous la recherchez par vous-même, donc sur Google vous écrivez école de langue au Japon, soit vous passez par une association ou encore par ce qu'on appelle une agence de placement. Je pense que vous devez connaître de noms, par exemple Gogo Nihon ou Dokodemo. EF Éducation aussi, c'est une agence de placement. Et en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous aide à la recherche d'école, elle vous aide à vous inscrire et en gros, c'est un intermédiaire entre vous et l'école de langue dans laquelle vous voulez vous inscrire. Donc ce que j'ai cité, ce sont des entreprises où il y a du personnel qui parle français et ils ont l'avantage d'être des services gratuits, sauf je crois EF Éducation. Pour ma part, je suis passée par Gogo Nihon et je vais vous en parler juste après. Dans le cas où vous voulez pas passer par ce genre d'association, vous pouvez faire vos démarches tout seul. Donc pour ça, vous devez directement aller sur le site internet de l'école que vous convoitez. Vous devez les contacter directement. Donc pour ça, je vous conseille vraiment d'être très à l'aise en anglais parce qu'il va y avoir des appels, des mails, etc. Mais en général, ne vous inquiétez pas, c'est très bien indiqué, vous êtes bien accompagné. Mais moi, j'ai quand même tendance à recommander de passer par une association. Donc j'ai contacté Gogo Nihon et j'ai eu une interlocutrice d'ailleurs très gentille et très efficace qui m'a permis de faire toutes les démarches de manière fluide. Et donc on a discuté un petit peu de mon profil, de ce que je recherchais et on a fini par choisir une école. Donc on a commencé à faire mon dossier d'inscription en fait. Et c'est elle qui m'a vraiment accompagnée de A à Z. Elle m'a guidée sur tout ce que je devais donner comme document et comme information. Donc là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut pour faire son dossier d'inscription dans une école de langue. Donc premièrement, il vous faudra un passeport valide bien évidemment. Ensuite, ça dépend vraiment des écoles, mais il va falloir payer les frais d'inscription. Donc les frais d'inscription, c'est ce qui vous permet de, on va dire, réserver votre place dans l'école en question. Moi, j'ai payé 31 300 yens environ, ce qui est l'équivalent de 170 € aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment les frais que moi j'ai payés. Chaque école a ses frais d'inscription. Ensuite, j'ai dû écrire une petite lettre de motivation qui explique pourquoi j'ai envie d'étudier le japonais dans leur école. Ensuite, il vous faut ce qu'on appelle une garantie financière. C'est tout simplement de l'argent qui va vous permettre de vivre une vie convenable au Japon pendant votre séjour. Et donc pour ça, il faut prouver qu'on a les moyens, donc le budget, nécessaire à la vie au Japon. Si vous voulez partir pour 6 mois, vous devez prouver avec un relevé bancaire que vous avez au moins 1 million de yens dans votre compte en banque. Pour 1 an, c'est 2 millions de yens, donc c'est environ 10 000 €. Et pour 2 ans, c'est environ 4 millions de yens, donc à peu près 22 000 €. Sinon, il faut prouver que vous avez un revenu annuel d'au moins 2 millions de yens. Donc ça, c'est dans le cas où vous êtes votre propre garant. Si vous voulez pas être votre propre garant parce que, voilà, pour x ou y raison, eh bien vous avez la possibilité de mentionner un garant. Votre garant, dans l'idéal, ça doit être une personne de votre famille proche, donc un parent, un frère, une sœur. Et il doit respecter ce que j'ai dit tout à l'heure, donc en termes de budget. Ah aussi, il faut que le garant, il ait travaillé à temps plein les 2 dernières années. Du coup, le garant doit être une personne de la famille proche, parce qu'en fait, ça va beaucoup plus rassurer, on va dire, l'immigration japonaise. Et aussi c'est parce que vous aurez besoin de plusieurs informations le concernant, dont des documents un peu confidentiels. Donc c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui est plus proche de soi que le grand-oncle de la cousine du mari de la voisine, quoi. Petite pause matcha. Ensuite, il a fallu donner toutes les preuves d'entrée et de sortie au Japon. Donc ça, c'est visible sur votre passeport. Ensuite, c'est là que ça se complique un petit peu parce qu'il faut détailler tous les établissements scolaires que vous avez fréquentés. Donc ce sont des établissements de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et là, il faut vraiment préciser toutes les dates de début, de fin, le type de diplôme, etc. Si vous avez sauté une classe, redoublé une classe, si vous avez fait des pauses, des années sabbatiques, etc. Et c'est très important d'être précis parce qu'apparemment l'immigration est assez stricte là-dessus. En l'occurrence, moi j'ai eu une année de césure pendant mes études à l'université, donc j'ai dû bien écrire qu'est-ce que j'ai fait pendant cette césure. Ensuite, vous devez aussi parler de vos expériences professionnelles. Et puis aussi, très important, vous devez parler de tout ce qui est en rapport avec la santé. Donc c'est par exemple si vous avez des antécédents médicaux ou si vous prenez un traitement sur ordonnance. Donc en fait, le but c'est qu'ils savent à peu près quel est votre état de santé général
Et est-ce que vous serez capable de partir au Japon vivre pendant une longue durée quand même? Donc moi, en ce qui me concerne, je suis en traitement d'anxiolytique pour l'anxiété du coup, et aussi un traitement pour les douleurs de règles. Ils m'ont demandé de leur fournir un certificat médical, donc de mon médecin traitant, qui stipule que je suis capable de vivre dans un pays étranger et de suivre des cours en classe traditionnelle. Bon, je suis vraiment désolée mais il n'y a plus de batterie dans la caméra donc je suis obligée de continuer avec mon téléphone. Bon, c'est pas top niveau son, j'espère qu'on m'entendra quand même bien. Ensuite, en ce qui concerne les informations et les documents à donner, il reste aussi tout ce qui est certificat de scolarité si vous êtes encore étudiant. Donc pour ça, il faut simplement vous rapprocher de votre établissement actuel. Il faut également donner le dernier diplôme que vous avez validé. Et pour ça, je vous conseille de vous y prendre très à l'avance parce que je vous explique ce qui m'est arrivé. J'ai une licence et décidément, les problèmes de son, là, ça me suit du Japon jusqu'en France. Hein. Personnellement, j'ai été diplômée d'une licence et aussi d'une maîtrise, mais je n'avais jamais demandé mes diplômes, enfin, le vrai papier, vous voyez, simplement parce que j'en avais pas l'utilité, enfin, j'avais juste l'attestation de réussite. Du coup, j'ai dû faire ma demande d'édition du diplôme, donc le vrai papier, à mon ancienne université, et le problème c'est que ça demande énormément de temps, sauf que j'en avais besoin tout de suite. Du coup j'étais hyper embêtée. Heureusement qu'ils ont été tolérants et ils ont gardé l'attestation de réussite et non pas la copie du diplôme. Donc voilà, moi je conseille vraiment, une fois que vous êtes diplômé, de demander l'édition de votre diplôme. Je sais que ça paraît bête comme ça, mais honnêtement moi par exemple je l'ai pas fait. Bref, c'est pas grave, là je les ai, c'est bon, c'est réglé. Et aussi il vous faudra une photo d'identité de moins de 3 mois. Il se peut aussi qu'on vous demande de remplir le formulaire d'inscription de l'école. Ça arrive mais rarement, c'est vraiment dans les cas particuliers. Et enfin dernièrement, pour finaliser ce dossier étudiant, ce dossier de candidature, il faut bien évidemment payer les frais de scolarité. Donc les frais de scolarité, c'est tout simplement les frais qui vont vous permettre de suivre vos cours de japonais dans l'école. Pour payer, forcément je peux pas payer directement à la personne vu que je n'étais pas au Japon, donc j'ai procédé par virement bancaire, et pour ça j'ai dû avoir un compte bancaire international parce que je n'avais pas mis l'option internationale sur mon compte bancaire français à moi. Donc j'ai utilisé l'application qui s'appelle Wise, et c'est une application qui est assez recommandée quand même. Je sais que vous êtes curieux, je sais que vous voulez savoir combien j'ai payé, donc je vais vous le dire tout de suite. Donc accrochez-vous bien, c'est quand même une somme assez colossale. J'ai dû payer environ 450 000 yens pour une durée de 6 mois, ce qui équivaut à peu près aujourd'hui à 2500 €. Oui, c'est extrêmement cher, je vous l'accorde. Et dites-vous qu'aujourd'hui avec le taux actuel c'est 2500 €, mais à l'époque, du coup j'ai fait ça il y a un an environ, j'ai payé... Attendez, c'était quand ? Juillet 2024 je crois, mais à l'époque le taux de change du yen en euros c'était beaucoup plus cher, c'était environ 2800-2900 €, donc ça approchait les 3000 € environ. Voilà, donc c'est quand même une somme assez importante, donc c'est vraiment pas un choix facile. Maintenant que le dossier est complet, que vous avez payé les frais de scolarité, les frais d'inscription, etc., tout est bon, votre interlocuteur il va vérifier que tout est conforme et il va aussi traduire certains documents si c'est nécessaire. Et quand votre interlocuteur aura fini tout ça, il va prendre votre dossier et il va le donner, le soumettre à l'école de langue dans laquelle vous voulez vous inscrire. Et l'école va à son tour examiner votre dossier, et si tout est bon, eh bien alors l'école va soumettre une demande de certificat d'éligibilité à l'immigration japonaise. Donc ce certificat d'éligibilité, on va l'appeler COE, c'est comme ça qu'on l'appelle couramment en fait, pour que ça soit plus facile à dire. C'est un document très important qui va vous permettre de faire votre demande de visa. Et en gros, tout est dans le nom. C'est un certificat qui vous permet de montrer que vous êtes éligible au visa étudiant. Parce que vous avez constitué votre dossier, vous avez montré votre motivation, vous avez montré que vous avez les moyens. Et effectivement, si vous êtes éligible à partir pour être étudiant au Japon, eh bien on va vous donner ce certificat là. Et donc les services d'immigration, ils vont faire les vérifications nécessaires, et si tout est bon, eh bien ils vont vous transmettre ce certificat via l'école de langue. Donc pour résumer, le service d'immigration il va envoyer le certificat à l'école et l'école va vous le transférer. Et donc vous serez en possession de ce fameux certificat, de ce fameux COE, et c'est ce COE qui va vous permettre d'aller faire votre demande de visa étudiant dans l'ambassade ou le consulat le plus proche de votre domicile. Attention, ce COE il met assez de temps à venir. Moi il a pris environ 1 mois ou 2 mois, je sais plus. Ça peut mettre 3-4 mois même, ça met beaucoup de temps en tout cas. Attention, sans ce COE
COE, vous pouvez pas demander votre visa étudiant. Dans de rares cas, ce COE il peut être délivré assez tardivement, genre moins d'un mois avant le début des cours. Du coup, vous n'aurez pas encore votre visa étudiant avant de partir. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention sur les délais et je vais en parler encore après. Donc moi j'ai reçu le COE après un mois et demi environ. Par voie électronique, donc je l'ai imprimé et je me suis rendue au consulat le plus proche de mon domicile. Et avant d'y aller, j'ai préparé quand même les documents nécessaires pour faire ma demande de visa. Donc il faut le COE, votre passeport, une photo d'identité 4,5 cm par 4,5 cm, le certificat d'admission dans votre école, de quoi payer et aussi de quoi écrire. Et là-bas, vous allez devoir remplir le formulaire de demande de visa. Le formulaire est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, pour vous accompagner si vous avez des questions ou des doutes. C'est pas si compliqué que ça, même si vous vous trompez, c'est pas grave, on vous redonnera une feuille. Ça prend environ 5 à 10 minutes à faire. Voilà, vous avez donné tous les documents nécessaires. On va vous dire, ok, c'est bon, vous pouvez revenir dans une semaine pour récupérer votre passeport. Donc là, vous pouvez être vraiment fier de vous parce que vous avez fait, on va dire, 90% du taf. Il vous restera plus qu'à rentrer chez vous et quand viendra le jour où vous pourrez récupérer votre passeport, il faudra revenir à l'ambassade ou au consulat. Et là, vous êtes libéré, vous avez fini, vous avez votre visa étudiant, enfin, trop bien, on est trop content. Franchement là, à ce moment, je me suis sentie libérée d'un poids, j'étais trop contente. Et bien fêté ça, oui. Donc voilà, vous avez dans votre passeport le visa étudiant et en fait vous avez 3 mois pour partir à partir du moment où vous avez obtenu votre visa étudiant. Vous avez terminé toutes les démarches pour obtenir votre visa étudiant et votre inscription pour l'école de langue. Je vous avais prévenu, c'est vraiment pas une mince affaire. Vous méritez une pause, vous méritez de souffler, de faire ce que vous voulez. Mais attention, le plaisir va pas durer parce qu'il y a tout un tas d'autres préparations à faire. Je pense que vous l'avez vu venir. Il va falloir s'occuper de tout ce qui est logement, billets d'avion, téléphonie, carte bancaire, assurance, etc. Bref. Il n'y a pas vraiment de moment de répit, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut s'armer de courage au début. Mais du coup, comme cette vidéo elle parle uniquement de tout ce qui est visa étudiant, je vais pas vous parler de tout ce que je vous ai dit, donc les autres préparations. Mais si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire une autre vidéo YouTube, ça serait vraiment volontiers et je pourrais vous parler pareil de mes galères, de mes erreurs, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Et maintenant, en dernière partie de cette vidéo, j'ai envie de parler de quelques points. Donc c'est des réponses aux questions assez fréquentes et surtout certains points qui sont assez importants pour moi et où il faut faire attention. Premièrement, il y a la question de qui peut candidater pour les écoles de langue. Alors officiellement, tout le monde peut candidater pour une école de langue, seulement il y a 2 prérequis nécessaires, c'est d'être majeur et d'avoir effectué 12 ans d'études dans le secondaire, donc ce qui correspond à avoir étudié jusqu'au lycée. En ce qui concerne les limites d'âge, je pense que normalement il n'y a pas de limite d'âge et pour vous dire, dans mon école, j'ai vu des personnes qui étaient assez âgé entre guillemets, pour vous dire, il y avait une personne qui avait peut-être dans la quarantaine, quelque chose comme ça. Et puis même dans ma classe, mes amis avaient plus de 30 ans, plus de 35 ans. Donc franchement, je pense qu'il n'y a pas trop de limite niveau âge maximal. Ensuite, doit-on avoir un niveau minimal en japonais? Tout dépend des écoles et encore là, en 2026, il me semble que les réglementations vont être un petit peu plus strictes. Mais en général, les écoles de langue exigent que les étudiants qui s'inscrivent aient au moins à leur actif 150 heures d'études de japonais ou bien un certificat comme le JLPT N5. Et si vous n'avez pas de JLPT, eh bien vous pouvez aussi faire une attestation sur l'honneur qui dit que vous avez étudié 150 heures par vous-même ou avec un prof. C'est ce que j'ai fait vu que j'ai étudié en autodidacte. Donc j'ai expliqué comment j'ai fait, quelles ressources j'ai utilisées. Et apparemment, de ce que j'ai entendu, en 2026, il serait peut-être exigé d'avoir un JLPT N4 pour pouvoir s'inscrire pour un programme d'1 an et un JLPT N5 pour pouvoir s'inscrire pour une période de 2 ans. Ensuite, je vous en parlais en début de vidéo et c'est la question de est-ce qu'on peut travailler? Eh bien, effectivement, on peut travailler, mais attention, on peut que travailler en temps partiel. Donc c'est ce qui s'appelle plus communément des baito. Donc vous avez le droit de faire une demande de dérogation pour pouvoir travailler en job à temps partiel et vous pouvez travailler un maximum de 28 heures par semaine. Encore une fois, apparemment, ils vont resserrer les règlementations, mais ça je suis pas sûre et je ne sais pas en quoi ils vont les resserrer. En tout cas, le gouvernement japonais il limite le nombre d'heures par semaine parce que finalement c'est un visa étudiant, donc le but c'est d'étudier et pas de travailler. Il y a aussi des jobs qui sont interdits comme tout ce
qui est en rapport avec le monde de la nuit, donc bar, bar à hôtes, bar à hostess et boîte de nuit. Et aussi il faut savoir que pendant les vacances vous avez exceptionnellement le droit de travailler 40 heures par semaine il me semble. Moi honnêtement je n'ai pas travaillé à temps partiel bien que j'ai voulu le faire. Ça n'allait pas avec mon organisation et je me sentais pas capable de balancer entre les cours et le travail. Bien qu'on encourage beaucoup à faire un job à temps partiel pour pouvoir s'améliorer en japonais, je trouve honnêtement que c'est quand même assez difficile. Il y a beaucoup de mes camarades de classe qui avaient un job à temps partiel et c'était vraiment très difficile pour eux, même s'ils ne l'admettaient pas. Mais ça se voyait par exemple dans leurs notes et dans leur motivation et aussi dans leur état de santé générale. On les voyait tout le temps fatigués. Ce que je recommande, c'est que les 3 premiers mois ou même les 6 premiers mois où vous étudiez au Japon, c'est pas une bonne idée de commencer à travailler. Je pense qu'une fois que vous êtes bien adapté et que vous avez trouvé votre routine, c'est à ce moment-là que c'est bien de chercher à travailler. Après, ça c'est mon avis, vous faites tout ce que vous voulez bien sûr. Ensuite, j'ai quelque chose à dire par rapport au choix des écoles de langue. Je vous conseille vraiment de faire beaucoup de recherches, de parler avec énormément de personnes, parler avec des anciens étudiants d'école de langue, parler aussi avec plusieurs agences de placement. Honnêtement, moi j'ai commencé à faire mes recherches en juillet 2024 pour pouvoir partir en janvier 2025. Ça c'était vraiment mon but de partir en janvier 2025 parce que je voulais pas attendre plus et pour d'autres raisons un petit peu personnelles. Ce qui fait que mon choix d'école il était très restreint, voire il y avait plus qu'une seule école et en fait c'est l'école où j'ai été acceptée. J'ai pas pu trop chercher l'école qui me convenait le plus. Donc oui, c'était quelque part ma faute. J'ai vraiment pris la dernière option qui me restait et c'était celle-ci. Et honnêtement, je suis pas à 100% satisfaite de mon école. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit clairement que le rythme des cours, ça allait être un rythme modéré. Sauf que moi, je suis pas du tout d'accord et j'en ai discuté avec des camarades et on s'est dit la même chose, que c'était pas du tout un rythme modéré, c'était carrément un rythme assez intense quand même. Donc franchement, sur ce point-là, j'étais assez déçue. C'était pas ce qu'on m'avait dit. J'ai encore changé la caméra après l'avoir chargée. Pour conclure, je vous conseille vraiment de faire le plus de recherches possible pour trouver l'école qui vous corresponde le mieux. Ensuite, il y a la question de combien de temps ça prend pour faire ces recherches, pour faire ce dossier, pour recevoir le COE, etc. Je vais vous mettre un petit tableau récapitulatif qui vous donne des estimations de durée pour faire toutes ces démarches. En ce qui me concerne, enfin mon cas il est un petit peu spécial parce que comme je vous l'ai dit, je me suis pris vraiment, on va dire entre guillemets à la dernière minute. En fait j'ai eu énormément de chance parce que je me suis prise en juillet 2024, du coup je le répète, pour une rentrée en janvier 2025. Donc je me suis pris à peu près 6-7 mois à l'avance, mais vraiment la recommandation c'est de s'y prendre entre 6 et 12 mois à l'avance, donc vraiment même un an à l'avance c'est très bien. Parce que en fait la transmission des informations, des documents, etc., la vérification, ça prend énormément de temps, énormément de mois. Il y a énormément de personnes qui veulent aller étudier au Japon dans le monde entier, donc ils ont des centaines de dossiers à faire, à vérifier, et des centaines et des milliers de COE à faire et à vérifier. Il faut aussi que vous sachiez qu'il y a plusieurs sessions pour rentrer dans une école de langue, donc il y en a 4. Il y a janvier, avril, juillet et septembre ou octobre. Et la plus populaire et la plus demandée, c'est celle d'avril. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces critères et je vais vous donner une petite information. Comme je vous l'ai dit, les écoles de langue, elles vont recevoir votre dossier de candidature et ce dossier-là, elles vont l'envoyer à l'immigration japonaise. Elles vont envoyer toutes les demandes de COE de tous les étudiants qui veulent s'inscrire. Et donc ils font ça une seule fois, à une seule date. Et cette date-là, elle varie en fonction de la région de l'école où vous êtes. Et je sais que la date d'envoi de ce dossier pour l'immigration japonaise dans la région du Kansai, elle se fait un peu plus tard que les autres régions. Voilà, je dis ça juste comme ça, voilà, vous faites ce que vous voulez de l'info. Mais personnellement, ce détail m'a un peu sauvé la mise parce que du coup, moi, je suis allée étudier dans la région du Kansai, c'est pour ça que j'ai pu m'inscrire même si c'était un petit peu tard. Autre point important à souligner, mais ça je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est qu'il faut vraiment être rigoureux parce que l'immigration, elle blague pas avec tout ça. De toute façon, je pense que vous le savez, le Japon c'est un peu comme ça, c'est assez strict, c'est très protocolaire. Donc vous allez voir, même s'il y a des petits détails, etc., on va regarder un petit peu les dates ou s'il y a une petite erreur dans votre nom ou je sais pas quoi. Donc même les petits détails comme ça va être hyper important et il va falloir faire attention à tout ça. Voilà, est-ce qu'on n'aurait pas terminé avec tous les points que je voulais aborder? Maintenant, vous savez tout. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup, je crois que j'ai plus d'1 heure de rush.
Vraiment le montage il va être horrible, hein. Je sens déjà là, je transpire. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a bien intéressé parce que je suis allée vraiment dans les détails. Je vous ai dit tout ce que je savais. Vous avez vu, hein, c'est pas facile, hein. Pour aller au Japon c'est pas facile du tout, hein, vraiment. Je vous souhaite vraiment bon courage à toutes les personnes qui veulent faire ça et qui vont passer par là. Si ça vous a intéressé, je vous invite à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi si vous allez partir ou si vous comptez partir pour étudier au Japon. Et surtout, dites-moi si d'autres vidéos de ce type vous intéressent. Par exemple, comment préparer son séjour au Japon, que faire une fois arrivé au Japon, tout ce qui est logement, transport, logistique. Et si ça vous intéresse, je referai une vidéo comme celle-ci. Si vous ne me connaissez pas, je suis aussi sur TikTok et sur Instagram, donc je vous écris mes identifiants quelque part sur l'écran. N'hésitez pas non plus à regarder un petit peu mon contenu sur YouTube. En ce moment, je vous partage des vlogs que j'ai filmés au Japon pendant mon séjour en tant qu'étudiante. Et si vous avez d'autres questions concernant le visa étudiant et les écoles de langue, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors à les poser en DM sur Instagram. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir votre soutien sur mes dernières vidéos également. J'espère que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à la partager à vos proches qui seraient intéressés de partir au Japon pour étudier. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!